Bienvenue sur Al24 News pour un numéro spécial et pour cause. L'année 2026 débute sous des auspices plutôt inquiétants. Venezuela, certains le redoutaient depuis plusieurs semaines. Nous autres, à Al24 News, nous avions consacré pourtant une émission concernant ce plausible scénario, à savoir une campagne punitive à une opération de changement de la donne politique du pays. Le monde est offusqué, les condamnations fusent de partout. Antonio Guterres se dit inquiet, le président Poutine parle d'une dérive du droit international, Pékin se dit indigné, sauf que pour certains analystes, la décapitation de l'exécutif et à sa tête Nicolás Maduro était annoncée par le président américain lui-même, pas plus tard que le 5 décembre dernier, lors de la diffusion de la stratégie de sécurité nationale américaine, où sans le nommer, le Venezuela apparaît comme une cible de choix. Et l'hémisphère sud-américain, une arrière-cour affirmée de la part des pontes du Pentagone. Et qui se plonge dans l'histoire sera moins étonné, car cette opération Venezuela a des précédents. L'invasion de la Grenade en 1983 sous Reagan, opération Just Cause lancée au Panama en 1989 par Bush père pour exfiltrer un certain Manuel Noriega. Comme le rappelait Henry Kissinger, Manuel Noriega était notre agent à nous. Mais qu'en est-il aujourd'hui, après des décennies? Rien de nouveau finalement. 2026 commence sous des longitudes inquiétantes. Finalement, pas vraiment. La dialectique de la puissance des empires s'exerce sur les précarés. Les grands principes servent surtout de décor à un cynisme tranquille et froid. Bienvenue dans un monde, le vôtre, où seuls les rapports de force comptent. On en parle et c'est tout de suite. Des raids américains sur le Venezuela avec finalement le changement de la donne politique au sommet de l'État. Cela veut dire rien de moins que le départ forcé de Nicolás Maduro. On va en parler dans quelques instants du président Venezuela. Alors on hésite, ancien, président révolu, ex. On va tenter de faire le trait avec nos invités du jour. Tout d'abord avec Karim Belgassem, analyste en stratégie internationale. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Karim, bonsoir à tous les spectateurs et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. En effet, bonne année, même si l'année commence, on l'a dit, de factures un peu inquiétantes. On va en parler avec notamment Jacques-Marie Bourget. Devrions-nous le présenter, grand reporter de guerre, spécialiste du Liban, mais qui connaît bien les encablures de l'Amérique du Sud. Jacques-Marie, merci d'être présent. Bonsoir. Merci à vous. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup usé mes chaussures dans le passé, dans les zones Caraïbes, Nicaragua, Honduras, Salvador. J'ai vécu avec le maquis. Enfin, je connais assez bien la région et je suis accablé. Eh bien, vous allez nous en parler justement. Et enfin, pour fermer le trio, nous avons Bruno Tessier, spécialiste de l'Amérique du Sud, auteur et éditeur. Bienvenue à vous, Bruno Tessier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et bonne année également. Bonne année, meilleurs vœux. Alors Bruno Tessier, vous le spécialiste de l'Amérique du Sud, comment vous avez reçu la nouvelle du jour, à savoir le changement de la donne politique après une campagne de bombardement de 2 jours sur Caracas? Oui, il n'y a pas tellement un changement de donne politique, c'est une continuité. Les Américains reprennent leur politique antérieure. Dans les années 50, 60, 70, 80, ils sont intervenus maintes fois en Amérique du Sud. Ils ont déjà enlevé un président, le président du Panama, Noriega. Donc oui, c'était en 89. Voilà, c'était en 89. Donc finalement, vous n'êtes pas surpris? Non, mais c'était annoncé. C'était annoncé. Et puis, bon, le deal avec Poutine en disant, bon, je vous laisse faire ce que vous voulez dans votre coin, et moi, vous me laissez tranquille dans le nôtre. On est tout à fait dans la logique de la doctrine Monroe. La fameuse doctrine Monroe, justement. Jacques-Marie Bourget, finalement, c'est vrai ce que nous dit Bruno Tessier, on ne peut pas être vraiment surpris par les bombardements durant 2 jours qui ont amené au départ forcé, excusez de l'euphémisme, de Nicolás Maduro. On rappelle ici ce qu'avait dit Donald Trump le 18 décembre dernier concernant le pétrole vénézuélien. Ils nous ont pris nos droits pétroliers, nous avions beaucoup de pétrole là-bas, ils ont expulsé nos entreprises et nous voulions les récupérer. C'était le 18 décembre dernier. Ça mérite d'être clair, Jacques-Marie Bourget.
Oui, ben, comme toutes les actions américaines au Moyen-Orient, on le connaît encore mieux qu'en Amérique latine ou en Amérique centrale. C'est ben, le pétrole, quoi, bien sûr. Il s'agit de capturer le pétrole et capter le pétrole du Venezuela pour les intérêts américains. Mais si vous voyez, moi, je suis absolument halluciné parce que dans les guerres passées, c'est vrai, mes confrères ont raison de rappeler l'enlèvement de Noriega ou l'attaque des grenades ou des choses comme ça, mais là, c'est quand même un autre niveau. Et avant, dans ce type de guerre, on essayait de toujours trouver un argument. Un canon vietnamien qui avait attaqué un bateau américain, ça donne la guerre du Vietnam. Les armes de destruction massive, ça donne la destruction de l'Irak, Saddam Hussein. En Libye, c'est soi-disant des gens qui sont martyrisés dans une prison de Benghazi. C'était faux et ça donne la destruction de la Libye. Donc, il y a quand même un peu plus de contenu. Là, on est quand même éberlué de voir tout d'un coup le bombardement d'un pays qui est reconnu sur le plan international, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une réalité. Et puis l'enlèvement d'un président et de sa femme sous couvert de la DEA. Je ne sais pas si vous avez vu l'uniforme des soldats qui entourent Maduro sur une photo sortie d'un avion, mais c'est des gens de la DEA, c'est-à-dire qu'il est arrêté comme trafiquant de drogue. Donc, si vous voulez, ça donne deux lectures. Pour l'instant, il se donne une extraterritorialité pour chasser les trafiquants de drogue partout dans le monde entier, mais ça, c'est un argument, j'allais dire, bidon. Et la deuxième chose, c'est que pour l'instant, le changement de régime, il n'est pas acquis, on en reparlera, mais ce n'est pas parce que Maduro n'est plus là que la direction du Venezuela est d'ores et déjà entre les mains de l'opposition. Ça ne va pas être si simple. Voilà. Est-ce qu'il y a une continuité du pouvoir, l'exécutif, selon la Constitution, puisque la vice-présidente du Venezuela se dit prête à être à la hauteur des responsabilités de ce moment aussi crucial. Alors Karim Belgassem, vous et moi, on parle de déclaration, on a parlé de la déclaration de Trump du 18 décembre dernier où il est question de pétrole. On a fait, vous et moi, une émission où il a été question de la stratégie de la sécurité nationale américaine, où l'hémisphère ouest, donc l'Amérique du Sud, était dans la ligne de mire de Washington. En tout cas, c'était le contenu du rapport en question. Qu'on se le dise ouvertement, on assiste, c'est pas vous qui me direz le contraire, vous l'enseignant, on assiste à un basculement géopolitique majeur. L'acte, objectivement, est lourd de conséquences. Bien entendu, il est lourd de conséquences sur le fond et sur la forme. Pour revenir à ce que disaient mes confrères, je suis totalement d'accord. Il n'y a pas lieu à être surpris puisque Donald Trump l'avait annoncé ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a eu une guerre psychologique contre le président Maduro et la méthode peut effectivement choquer et surtout le degré de précision peut interpeller. Mais donc il n'y a pas à être surpris, il n'y a pas à être surpris sur le fond. J'ai envie de dire maintenant à qui le tour et comment et maintenant. Quel régime va être installé au Venezuela? Donald Trump a déclaré il y a quelques minutes qu'ils sont disposés, que les États-Unis étaient disposés à assurer la continuité du régime dans une étape intermédiaire pour assurer une transition juste, appropriée et judicieuse selon ses dires. Mais effectivement, est-ce qu'il va pas y avoir l'installation d'un régime libéral sous la direction de Madame Machado, prix Nobel de la paix, qui est pro-Trump et puis pro-Netanyahou surtout. Faut pas oublier que le Venezuela a rompu ses relations diplomatiques avec Israël suite à ce qui se passait déjà à l'époque à Gaza. Donc, on risque. Il n'est pas dit qu'il y ait un effet domino dans les mois ou les semaines à venir, mais effectivement, là, le début d'année 2026 marque un grand coup qui a été soutenu par le président argentin, dénoncé par le Brésil et la Colombie. Donc, est-ce qu'on ne va pas assister soit à une contamination, ou plutôt à une fracturation de l'Amérique du Sud, où effectivement les États-Unis et M. Trump veulent atteindre l'Amérique du Sud et quelque part les pays du Sud global et les BRICS. C'est tout ça que ça englobe également. Alors, vous nous projetez d'ores et déjà, Karim Belgassem, alors que Jacques-Marie Bourget nous disait, attention, peut-être que la situation n'est pas tout à fait stabilisée, puisqu'effectivement, il y a des Vénézuéliens, il y a une classe politique, il y a des observateurs, il y a des militaires aussi, puisque Nicolas Maduro, juste avant cet événement, avait signé un nombre de mesures pour dire qu'il était temps
de tout simplement résister et se mettre en ligne de guerre, puisque selon l'ONU, un pays attaqué a le droit de se défendre, mais on y reviendra dans quelques instants. Alors Bruno Tessier, le spécialiste de l'Amérique latine, notamment du Chili, on avait parlé du cas du Chili il y a quelques jours, où on disait que c'était, avec la victoire de Cass, c'était le retour des dominions américains en Amérique du Sud. Vous sembliez, vous, essayer de peut-être modérer certaines inquiétudes. Alors tout simplement, je vous pose la question simplement, expliquez-nous le but de cette opération des Américains. Au Venezuela. Au Venezuela, oui, bien entendu. Oui, non, mais c'est un petit peu, vous parliez d'un renversement. Il y a une sorte de partage du monde qui se fait là actuellement. Les Américains veulent avoir des régimes qui soient conformes à leurs intérêts, à ce qu'ils estiment être leurs intérêts en Amérique latine, mais de ce fait, ils laissent faire un petit peu dans le reste du monde, parce qu'en fait, l'invasion de l'Ukraine par Poutine, le but, c'était de kidnapper Poutine, de kidnapper Zelensky, et de le remplacer par un gouvernement qui soit conforme aux intérêts de Moscou. Bon, ça a raté, parce que les Ukrainiens ont résisté. Là, il n'est pas évident que ça réussisse. Il est bien possible que les Vénézuéliens se rassemblent derrière leur gouvernement, même s'ils ne l'aiment pas, se rassemblent pour résister contre une invasion d'un pays étranger. Exactement comme ça pourrait se passer aussi avec l'Iran. Si les Américains se mêlent de ce qui se passe en Iran actuellement, il se pourrait que les Iraniens se rassemblent derrière leur propre gouvernement et que finalement le changement de régime ne se fasse pas. C'est ce que nous disait Jacques-Marie Bourget. Il disait, attendons, la situation n'est pas tout à fait stabilisée puisqu'il y a un peuple vénézuélien, il y a, qu'on le veuille ou non, des supporters et des adhérents au parti de Maduro, à son cercle, donc c'est pas fini. Jacques-Marie Bourget, vous pensez que la situation risque d'évoluer dans un sens, je sais pas, entre guillemets, de la résistance ou de la mobilisation, avec des militaires peut-être qui se tiendraient en ordre de bataille face aux futurs bombardements, puisque les Américains annoncent des futurs bombardements dans la nuit prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut revenir au début. C'est-à-dire que comment ont-ils enlevé Maduro? Ils ont enlevé Maduro par une trahison. C'est-à-dire que Maduro a été trahi par des gens de sa garde, des gens qui étaient chargés de le protéger. Est-ce qu'on est sûr de ça? Ah oui, c'est absolument. Il y a pas de commando Delta, il n'y a pas de SAS, il n'y a pas de film. C'est pas G007 qui est venu chercher Maduro à Caracas. Il a été trahi par son entourage. Et après, les Américains l'ont récupéré et sous statut de trafiquant de drogue. C'est comme s'il était Pablo Escobar, parce que la chose a été confiée à la DEA et les officiers, les militaires qui entouraient Maduro avaient un grand écusson sur la poitrine DEA pour que ce soit bien clair, que ce soit une opération. La DEA, on le rappelle pour les téléspectateurs, c'est l'agence fédérale de lutte contre antidrogue, antidrogue aux États-Unis. Donc c'est pour dire à l'univers, nous avons un droit mondial d'attaquer partout les trafiquants de drogue et notre opération Maduro n'est pas une opération politique de déstabilisation, c'est une opération de trafiquants de drogue, ce qui évidemment, si c'était pas si triste, est à hurler de rire. Mais voici l'argument. Là, j'ai eu il y a des nouvelles de Caracas il y a quelques minutes. Pour l'instant, il y a une continuité du pays. Il n'y a plus Maduro, mais il y a une continuité constitutionnelle. Tous les gens sont mobilisés, les gens en armes sont mobilisés. Les bombardements, c'est tragique, mais pour en avoir vu tellement, évidemment, ça tue. Mais si on veut conquérir un pays, il y a un moment où il faut mettre le pied sur la terre. Et si les Américains décident de mettre le pied sur le Venezuela, ils vont peut-être y arriver, mais ce sera extrêmement difficile parce que c'est un pays de combat. Les fameuses guérillas communistes des années 70. Vous connaissez bien. Oui, le mouvement de Chavez, etc. Il y a quand même des gens qui sont aguerris, qui n'ont pas forcément des missiles sophistiqués et tout ce qu'on veut, mais qui sont aguerris. Donc, si une arrivée au sol,
c'est le risque d'un chaos, c'est-à-dire bon, difficulté pour le pétrole et difficulté pour les soldats américains qui indubitablement prennent de gros risques d'être tués par des militaires ou des miliciens vénézuéliens. Donc pour l'instant, on assiste à une espèce de prélude, je pense qu'on assiste à une espèce de prélude. Les bombes, c'est une pratique commune aussi bien à Trump qu'à l'épouvantable Netanyahou. C'est-à-dire que maintenant, on lâche des bombes comme s'il s'agissait de confettis lors d'une fête municipale. Mais pour l'instant, le régime change, le régime changé au Venezuela. Moi, j'en ai pas d'informations. Peut-être que ça sera vrai demain, mais pour l'instant, c'est faux. Il faudrait vraiment que l'armée capitule, qu'il y ait des trahisons encore plus grandes. Pour l'instant, on est dans une période molle d'attente. Alors Jacques-Marie Bourget, je reste avec vous. On les a entendus, les envolées d'inquiétude ou les critiques, par exemple de la part de Pékin, suite à l'opération américaine contre le Venezuela. Certains pays européens, comme l'Espagne, Moscou, se dit que le droit international suit une pente inquiétante. On ne condamne pas vraiment, mais on se dit inquiet. Le choix des mots est important, sauf l'Iran, peut-être l'Iran qui condamne ouvertement. Mais on les entend, les critiques d'ici, Jacques-Marie Bourget. D'ailleurs, je pose la question à vous trois. Le droit international, c'est fait pour les autres. Les pays occidentaux, l'Amérique en tête, dictent la marche du monde. Le droit international ruse toujours avec les lois qu'il impose aux autres nations. On disait cela à l'époque, Jacques-Marie Bourget, vous qui avez approché la résistance libanaise, palestinienne. Le monde n'a pas vraiment changé, Jacques-Marie Bourget. Votre sentiment? J'ai toujours été du côté des résistants, mais si vous voulez, ils essaient d'établir de nouvelles jurisprudences mondiales. C'est-à-dire qu'on a une jurisprudence mondiale, soi-disant, autoproclamée, c'est le terrorisme. C'est comme ainsi qu'on est allé tuer Ben Laden. Là, maintenant, il y a une nouvelle jurisprudence mondiale, c'est la drogue. Alors, ne pas oublier aussi que le billet vert, le dollar, est aussi une jurisprudence mondiale, parce qu'il suffit que vous ayez payé une transaction en dollars, que cette transaction soit estimée contraire aux intérêts américains, et vous pouvez être poursuivi par les États-Unis. Donc, les États-Unis essaient d'étendre un filet sur la planète de juridiction et de jugement américains, de la même façon qu'ils ont condamné des fonctionnaires français, des fonctionnaires un responsable des renseignements suisses, un ancien responsable. C'est maintenant l'ordre mondial, c'est nous. Donc voilà, il faut tenir compte de cette nouveauté, mais c'est jamais qu'un pas de plus. Alors avant, il y avait le terrorisme, maintenant il y a le trafic de drogue. Moi, je pense que c'est très inquiétant pour beaucoup d'États, et non seulement de chefs d'État. Ça veut dire que s'ils décident qu'un État leur convient pas, on va inventer une de ces armes fatales de supranationalité, la drogue, le terrorisme. Ils vont pas oser la pédophilie dans le cas de M. Trump parce qu'il sera obligé de s'arrêter lui-même. Mais disons que c'est extrêmement inquiétant. C'est la disparition du vrai droit international. Il est mort, il n'en reste plus, c'est son enterrement. Donc on va vers une sorte de chaos où chacun va jouer son espèce de partition. Mais c'est très, très, très inquiétant pour les chefs d'État et pour plein de pays. Bon, l'Algérie, elle n'est pas directement concernée, mais l'Algérie, comme plein d'autres pays, comme les fameux, les fous furieux, Wolfowitz et compagnie, Guy Chenet, qui jadis voulaient remodeler le Moyen-Orient de l'Iran jusqu'au Maroc. Un matin, un intellectuel de Washington, un intellectuel guerrier, va ouvrir un livre dans lequel il remarquait comment attaquer l'Algérie. Là, je fais de la science-fiction. On n'est pas là, bien sûr. Mais ça ouvre la porte à n'importe quel genre de folie, et ça le valide, puisque personne ne proteste vraiment de façon très énergique. Karim Belgassem, peut-être une réaction suite à ce début 2026 et ce droit international qui est un peu écorné, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et l'année 2025 avait vu ce droit international bafoué par l'État sioniste et puis par les États-Unis en ce qui concerne
le Proche-Orient. Les États-Unis ont aussi bombardé le Nigeria et plein d'autres États. La liste serait quand même assez longue. De toute manière, je fais référence au livre de Guy Debord, La société du spectacle. C'est exactement ce qu'est en train de faire Monsieur Trump. Regardez en plus tragique peut-être. Comment ? En plus tragique. Oui, absolument, absolument. Regardez les déclarations récentes de Monsieur Trump, justement, suite à l'arrestation du président Maduro. Il est actuellement en train de faire une conférence de presse où, effectivement, il bombe le torse concernant cette capture. Alors que cet argument du narcotrafic, on sait très bien que c'est un argument fallacieux. Alors qu'on sait que moins de 5% du trafic de cocaïne transite par le Venezuela contre une large majorité via la Colombie et l'Équateur, qui sont pour l'instant étrangement épargnés par ce niveau de pression. Mais pour en venir effectivement au droit international et à l'ONU, c'est une confirmation que ce n'est qu'un morceau de papier qui ne veut plus rien dire et que dorénavant, chaque État pourra faire ce qu'il veut, mais au-delà de tout ça, c'est la crédibilité du monde occidental assez moraliste qui justement se voit une nouvelle fois décrédibilisé, puisque les États-Unis principalement, et M. Trump l'a dit, se sont menacés à la fois par les BRICS et les pays qui la composent comme la Chine et la Russie. Donc voilà, c'est une déclaration de mort officielle du droit international. On est navré et obligé d'en faire le constat, puisque c'est le monde géopolitique d'aujourd'hui. Le monde fonctionne uniquement au rapport de force, mais en utilisant des méthodes qui ont déjà fait leurs preuves, en Irak en 2003 avec Saddam Hussein, en Libye en 2010, et puis vous avez énoncé cette longue liste. On peut parler de l'Iran en 53 avec le Premier ministre Mossadegh, qui a été renversé par la CIA sous prétexte que Mossadegh était un communiste, qui était faux. Opération Ajax. Absolument, absolument. Donc, on réutilise les mêmes méthodes, sauf que là, on a l'impression que le droit international est mort et enterré. Bruno Tessier, le droit international, d'après les Américains, enfin c'est ce qu'on comprend, c'est fait pour les autres. Je voudrais faire déjà une remarque sur le trafic de drogue. Il y a actuellement un ancien président du Honduras en prison aux États-Unis pour trafic de drogue. Trump a annoncé sa libération prochaine pour faire plaisir au nouveau gouvernement On va en parler. du Honduras, qui est plus conforme à ses attentes. Et puis, deuxième remarque à propos du droit international, est-ce que Maduro avait condamné l'agression de l'Ukraine ? Non. Voilà, donc le droit international, c'est pour les autres. Il y avait la question palestinienne aussi, il y avait le génocide palestinien, Maduro s'est démarqué. Exactement. Alors, Jacques-Marie Bourget, que va-t-il advenir du président Maduro selon vous ? Le président Maduro va être transféré dans une prison américaine, va être habillé d'une tenue orange, à moins qu'on le mette à Guantanamo, mais ça m'étonne. Mais il va être jugé comme on a jugé Escobar, enfin tous les trafiquants de drogue. Pour l'instant, c'est ça le scénario, puisqu'ils ne peuvent pas l'incriminer pour autre chose que ce soi-disant trafic. Il n'y a pas de motif pénal, il n'y a rien dans le droit américain qui permette de traduire Maduro devant un tribunal. Mais je reviens moi sur un peu une théorie, enfin pas une théorie, sur une réalité politique, c'est qu'au-delà du Venezuela, Trump vise évidemment Cuba et le Nicaragua. Il y a une espèce de trio là qui ne lui plaît pas du tout, qui lui résiste. Bon, le Brésil, c'est trop important. Mais là, dans l'Amérique centrale, entre le Cuba et le Nicaragua, s'ils pouvaient faire chuter théorie des dominos, ces trois-là, ça fait partie. Le Venezuela, ce serait le premier épisode de ce scénario. Il y a la Colombie aussi, peut-être, avec Juan Petro. La Colombie, mais sauf que, bien sûr, vous avez raison, sauf que on peut s'attaquer à des pays territorialement assez petits et peu équipés en plan militaire. On peut même faire un débarquement de Marines qui risque pas grand-chose. En revanche, la Colombie, c'est un pays compliqué sur le plan géographique et c'est un grand pays habitué aussi aux combats, même si c'est des combats internes parfois. Et le Venezuela aussi, c'est des gens qui ont des fusils et des armes, et je vous dis, il y a une guérilla depuis 1960. Donc, ils sont repus au combat. C'est ce que vous nous dites au fond.
je vois pas un gouvernement vénézuélien gouverner tranquillement, et je ne vois pas une occupation américaine qui se déroulerait de façon calme et pacifique. Voilà, très bien, Jacques-Marie Bourget. On reprend les échanges après cette coupure de réclame. C'est dans quelques minutes, on revient. Merci d'être des nôtres. À toutes. Merci de rester avec nous, de nous rejoindre pour cette seconde partie d'émission. Il s'agit de revenir, bien entendu, sur les opérations américaines contre Caracas ayant eu pour conséquence le départ, ou plutôt le départ forcé, excusez de l'euphémisme, du président vénézuélien démocratiquement élu, Nicolas Maduro, et justement se demander juste avant la coupure publicitaire qu'allait advenir de ce président Karim Belkacem, Nicolas Maduro, le président du Venezuela, actuellement, toujours actuellement, puisque selon la Constitution, il est toujours chef de l'État. Alors Trump nous révèle officiellement que le président vénézuélien, il le dit, a été capturé et exfiltré. Qu'est-ce qu'il va advenir de lui? J'avais posé la question à Jacques-Marie Bourget. C'est vrai que ça pose un imbroglio. C'est le président d'un pays souverain selon le droit international. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, et quel que soit notre courant, notre avis à l'endroit du Venezuela. Karim Belkacem. Absolument, mais bon, vous savez ce qu'il en est du droit international, bien entendu. Surtout Maduro. Que va-t-il advenir de Maduro? Absolument. Les hypothèses les plus probables, ça peut être aussi bien un procès rigoureusement organisé par les États-Unis. Trump l'a déclaré il y a quelques minutes. Il y a quelques semaines, Monsieur Trump et son administration avaient suggéré à Monsieur Maduro un exil. On a parlé de la Turquie, on a parlé de l'Iran, on a parlé de la Russie. Alors la Russie a fermement condamné cette opération, mais on peut aussi bien supposer que Monsieur Maduro soit extradé en Russie dans une forme de gentleman agreement qui permettra par la suite de régler enfin le conflit entre l'Ukraine et la Russie sous la responsabilité des États-Unis. Alors, comme je rejoins mon confrère qui ne pensait pas effectivement que Maduro allait être à Guantanamo avec la tenue orange. On va pas en arriver là. Mais ce qui est certain, c'est que les États-Unis, Donald Trump l'a déclaré il y a quelques minutes, ils vont reconstruire les infrastructures pétrolières. Ils ont demandé à des très grandes compagnies américaines d'investir des milliards de dollars pour réparer les infrastructures endommagées. Donc les États-Unis ont mis un pied au Venezuela. Donc on peut supposer, même s'il n'y a pas d'opération militaire, qu'il y ait une espèce de coup d'État de manière soft pour réinstaller le prix Nobel de la paix, Madame Machado. On ne peut effectivement nullement exclure cette hypothèse qui est plausible. C'est le scénario plausible. Ce que vous dites surtout, c'est que les États-Unis d'Amérique étaient le premier client en termes d'hydrocarbures du Venezuela. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Effectivement, de toute façon, M. Trump n'est pas un paradoxe près. Mais effectivement, on l'a rappelé tout à l'heure, la raison officielle, le narcotrafic, cache effectivement les réserves d'hydrocarbures et puis surtout contenir l'influence de la Chine et de la Russie. Alors non seulement au Venezuela, mais également dans les pays voisins. Donc, si vous voulez, il y a une réflexion géopolitique là-dessus. La Chine investit massivement dans l'énergie et les infrastructures au Venezuela et dans les pays voisins. La Russie fournit armement et soutien militaire. Donc les États-Unis, quelque part, ils défendent aussi surtout leur précaré puisqu'ils considèrent que l'Amérique du Sud, c'est à eux et rien qu'à eux. La doctrine Monroe, on le rappelle que la Chine est le premier investisseur en Amérique du Sud, à part le Mexique. On continue les échanges, messieurs, mais on rejoint cette fois-ci à partir de Bruxelles. Michel Collomb, bonsoir, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Alors Michel Collomb, vous avez travaillé, journaliste, auteur, analyste politique, on ne le présente plus. Vous avez travaillé, vous, longuement sur le Venezuela de feu Hugo Chavez. Vous êtes, je crois, devant l'ambassade vénézuélienne de Bruxelles. Pourquoi est-ce que vous teniez à répondre présent à ce rassemblement, je crois, qui se tient en ce moment devant l'ambassade ?
De protestation ici à l'ambassade du Venezuela. Beaucoup de gens déjà en urgence sous la neige. Et demain à 2 heures, et j'appelle tout le monde, il y aura une grande manifestation devant l'ambassade des États-Unis, le nouvel État terroriste mafieux. Il n'y a pas d'autre mot là. Et je suis très curieux de voir si la Belgique, la France, l'Europe vont accepter cette façon de piétiner le droit international, de jouer les gangsters dans le monde entier. Parce que si on les laisse faire, ça ne va pas s'arrêter au Venezuela, bien entendu. Alors, comment vous voyez la suite, Michel Collomb? On a l'impression qu'on est passé dans une autre, dans un autre monde, dans une autre dimension avec cet événement au Venezuela. Oui, je rappelle que ça n'a pas commencé avec Trump, hein. Le bonhomme qui a fait des kidnappings illégaux avec la CIA, c'est Bush. Ça a été ensuite Obama, qui a aussi organisé des exécutions ciblées. Donc, l'attaque des bateaux de pêche, c'est pas une première avec Trump. Ça a commencé avec Obama. Il y a une grande volonté des États-Unis, mais je pense que tout ça s'aggrave maintenant. Trump attaque de tous les côtés parce que les États-Unis sont en déclin. Ils font face à des grands problèmes. Et au niveau intérieur, Trump a promis de ramener l'emploi, c'est raté. Il a promis de protéger de l'inflation, c'est raté. Donc sa base commence à remuer, à poser des questions. Il a le scandale Epstein où on essaye de limiter les dégâts. Il a la résistance au Moyen-Orient, Gaza, Liban, Iran, etc. Donc il attaque un peu de tous les côtés. Il a frappé le Nigeria, il déclenche des guerres un peu partout. Maintenant, Israël fabrique un État poubelle là, du côté de la Somalie. Donc voilà, on est vraiment je crois aussi dans une crise assez désespérée pour les États-Unis. Et si nous parvenons à établir la bataille de l'information, à expliquer aux gens qu'il y a plein de fake news dans cette histoire-là, que les prétextes sont bidons et qu'on parvient à leur montrer qu'au fond, c'est dû à une faiblesse des États-Unis, il faut vraiment mettre le paquet pour empêcher Trump de mettre l'ensemble de la planète à feu et à sang. Je crois que c'est possible. Dernière question, Michel Collomb, vous qui avez travaillé sur les faux prétextes, les casus belli un peu fallacieux concernant les guerres américaines, que ce soit en Libye, que ce soit ailleurs, vous avez beaucoup travaillé le sujet, vous avez inspiré beaucoup d'auteurs également. Ce qui se passe aujourd'hui avec le prétexte de la lutte contre les réseaux de narcotrafic doit vous faire sourire un tout petit peu. Sourire, peut-être n'est pas le bon mot, puisque la situation est quand même tragique, mais c'est baisse repetita quand on voit l'histoire. Je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est sourire très jaune, effectivement, parce que, rappelez-vous, Trump, il a fait campagne en 2016 en disant, voilà, Bush, il avait menti sur les armes de destruction massive, on a fait une guerre pour un prétexte qui n'existe pas, ça a été une catastrophe, moi je vais arrêter tout ça. Et il fait exactement la même chose, c'est un remake des armes de destruction massive. Et donc voilà, ne croyez jamais aucun président des États-Unis dans toutes leurs promesses électorales. Et deux, effectivement, on emploie les moyens classiques de ce que j'ai toujours appelé la propagande de guerre, la diabolisation. On rappelle que les États-Unis et la CIA ont un lourd passé d'utilisation du trafic de drogue, Contragate, Iran, Nicaragua, etc. On rappelle que oui, il y a du trafic de drogue vers les États-Unis, mais tous les organismes officiels, y compris les organismes de lutte anti-drogue aux États-Unis, ont dit que le Venezuela n'était pas important là-dedans. Donc c'est un prétexte vraiment grossier. Je crois qu'il n'y a plus personne dans le monde qui y croit. Et je renouvelle ma question en tant que Belge, en tant qu'Européen. Est-ce que les gens qui dirigent l'Europe, la France, la Belgique, etc., vont continuer à avaler des prétextes complètement ridicules? Est-ce qu'on va enfin retrouver un peu de dignité? Merci Michel Collomb d'avoir été des nôtres. On suivra attentivement votre veille au sujet de la situation qui prévaut au Venezuela. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste des médias mensonges. Je vous dis bon courage pour la suite et à très vite. Merci à vous. Jacques-Marie Bourget, ce que vient de nous dire Michel Collomb, au fond, sur les raisons plausibles de ces opérations, c'est une sorte de fuite en avant de Washington. On serait en crise économique profonde. On voudrait contrecarrer certains plans d'investissement de la Chine dans le sud du continent. Face à Poutine, Trump avait dit qu'il apporterait ou il imposerait la guerre sous 90 jours. Au début, c'était un mois, puis 90 jours. On a vu que c'est plutôt la feuille
feuille de route russe qui continue à être prise au sérieux. Il n'a pas réussi à stopper le génocide en Palestine, si tant est qu'il avait voulu le faire, mais en tout cas Netanyahou a continué à tuer des Palestiniens. Enfin, sur le plan international, quand on voit de près, Trump n'a pas une feuille de route plutôt à la hauteur de ce qu'il voulait faire au départ. Peut-être que ces bombardements au Nigeria ou à Caracas sauvent un tout petit peu sa politique internationale selon lui. Écoutez, l'America First, on peut dire que le Venezuela étant dans le jardin des États-Unis, il considère que le Venezuela, c'est les États-Unis. Mais quand on pense que M. Netanyahou a passé le réveillon avec M. Trump, on est là dans une unité philosophique de guerrière, de destruction du droit, destruction des peuples, barbarie totale. Donc, moi, je replace le coup du Venezuela dans une continuité de Gaza. C'est-à-dire, quand on voit ce qu'il a fait, encouragé et armé pour Gaza et applaudi, l'opération sur le Venezuela, c'est juste un amuse-gueule, un amuse-bouche. C'est pas Bush le président, mais un amuse-Trump. Donc, si vous voulez, c'est tragique parce qu'il a compris avec la non-réaction qui a suivi les barbaries à Gaza, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, quand il voulait, dans le monde entier, qu'il n'y avait pas d'obstacle. Les seuls qui soient opposés à M. Trump et à sa politique, c'est les Houthis du Yémen. Les Houthis du Yémen, ils ont quand même atteint 3 porte-avions américains avec des missiles, plus ou moins bricolés, mais enfin bon, gravement. Ils ont compris le message et pour l'instant, le Yémen ne reçoit plus des bombes sur la tête. Parce que M. Trump ne comprend en fait que la force. Et si en face de lui, il a des gens qui le bombardent ou qui lui font des attentats dits terroristes de contre-offensive, là, il va commencer à comprendre. Et moi, je me souviens très bien, j'étais en 83 au Liban quand il y a 141 Marines qui ont été tués dans le port. Monsieur Reagan, qui était aussi, je dirais péjorativement une grande gueule, il a tout de suite compris le message, il a rapté les Marines et les a ramenés aux États-Unis. Donc il y a un moment où il y aura un clash, il y aura une bataille, il y aura des conflits. Pour l'instant, mon confrère avait raison sur Debord et la société du spectacle. Pour l'instant, il nous joue une société du spectacle, mais dès qu'il y aura du sang, qui ne sera pas du sang des enfants de Gaza, M. Trump sera obligé de remettre sa casquette et de baisser son caquet. Karim Belgassem, sur cette fuite en avant américaine, avec cette démonstration de puissance face à un pays quand même qui est relativement, comparé avec la puissance de feu américaine, qui est plutôt bien loin, faut le dire objectivement parlant, on se paye une espèce de promenade de puissance à moindre frais quand on a essuyé quelques échecs avec Poutine en Corée ou sur certains dossiers, même avec les Chinois. On le rappelle aujourd'hui que Tesla a été dépassé par le premier constructeur de voitures électriques chinois. C'est tombé ce matin. Donc c'est un symptôme du déclin américain. Absolument, même si la puissance américaine n'est pas à négliger, bien entendu, il y a ce syndrome du déclassement et du déclin américain, alors qu'on constate en Europe, mais qui est pas encore tout à fait perçu par les Américains eux-mêmes pour l'instant, mais l'administration américaine en est consciente. Donc cette démonstration de force, j'ai envie de vous dire en philosophant, c'est la marque des faibles, puisque M. Trump est obligé de faire effectivement cette démonstration de force qui n'est pas nécessaire. Pourquoi? Ce sont des arguments effectivement fallacieux. Et Donald Trump assume complètement cette contradiction, ces déclarations de début mandat où il disait je ne vais pas intervenir, on ne va pas intervenir dans les pays du Proche-Orient ou même ailleurs. Résultat, il a fait exactement le contraire parce que c'est dans la lignée du American First. Mais les Américains qui sont la première puissance, les États-Unis qui sont la première puissance militaire mondiale, doivent à tout prix montrer sa force puisqu'il y a la menace chinoise.
chinoise. Et il y a aussi, je l'avais brièvement évoqué tout à l'heure, la menace des BRICS, puisque les BRICS attirent de plus en plus de pays émergents. Si vous couplez les BRICS et le Sud global, et puis le fait que ces pays du Sud global sont vraiment attachés au respect du droit international, à l'éradication totale du colonialisme, qui malheureusement, on est obligé de faire le constat qu'au XXIe siècle, eh bien, les idées colonialistes ne sont pas encore évacuées totalement. Donc, les pays du Sud global et les BRICS se veulent aussi le fer de lance du respect du droit international, ce que n'est plus ou peut-être n'ont jamais été les Occidentaux. Donc, c'est une marque de fait. Bruno Tessier, avec ce qui s'est passé au Venezuela, je parle des opérations militaires et de bombardement américains, quel message Trump envoie au monde? À Poutine, à la Chine, aux Européens, à certains, on va dire entre guillemets, récalcitrants selon lui, hein. D'abord, on ne connaît pas du tout ses objectifs. Est-ce qu'il va tenter d'occuper le pays mais là, il y a le risque de s'embourber, comme il l'a fait, en Afghanistan. On peut citer aussi le Vietnam. Il prend son opinion publique à rebrousse-poil. Une bonne partie de ses électeurs lui demandent de ne pas intervenir dans le reste du monde. Et c'est ce qu'il avait dit pendant sa campagne. Oui. Il avait dit qu'il allait arrêter les guerres de Biden. C'était son argument de campagne. C'est ce que ses électeurs attendent de lui. C'est pour ça que c'est assez étonnant. On peut se demander si c'est pas juste un raid. Moi, je ne crois pas du tout à une intervention massive sur le Venezuela. Est-ce que finalement, c'est bien ce que vous êtes en train de nous dire, est-ce que finalement, il ne reçoit pas une pression du fameux complexe militaro-industriel? Oui, certainement. Mais il faut surtout pas oublier ces électeurs qui aujourd'hui sont en train de se demander ce qu'il fait à Gaza. Donc il y a une partie de son opinion publique qui est en train de le lâcher sur le soutien à Netanyahou. Vous parlez du mouvement MAGA, c'est vrai qu'il y a des voix discordantes qui ont critiqué. De plus en plus de voix, oui. Alors on a voulu justement voir où en était le combat de Trump à l'endroit du trafic de stupéfiants, trafic de drogue. On a trouvé des choses quand même assez étonnantes. En janvier 2025, la Maison-Blanche accorde sa grâce présidentielle. Vous en avez parlé, Bruno Tessier, à l'instant. Alors la Maison-Blanche, en 2025, accorde sa grâce présidentielle à Ross Ulbricht, qui est le fondateur d'un site de vente en ligne de drogue dure. Oui, ça existe. Il a été condamné à la prison à vie en 2015 pour trafic de drogue. Il a été gracié, libéré. Un mois avant, la Maison-Blanche avait accordé une grâce à l'ex-président du Honduras, Juan Orlando Hernandez, condamné aux États-Unis à 45 ans de prison en 2024 pour trafic de drogue. Et c'est cette même Maison-Blanche qui met sur pied des opérations pour endiguer le trafic de drogue. En retirant Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores et les faire inculper dans un district de New York, comment comprendre cette volonté américaine, puisque il y a quelques jours, il y a 3 jours, Maduro s'est dit ouvert aux négociations avec Washington, Jacques-Marie Bourget. Maduro avoue qu'il est prêt à négocier, il signe son arrêt de mort. Avec Trump, il ne faut pas négocier, il faut tirer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne comprend que la force. Donc Maduro, il aurait mieux fait de faire sauter un bateau américain ou un pétrolier américain que de dire je suis prêt à négocier. Négocier quoi? Maduro, il n'est pas trafiquant de drogue, donc il va négocier quoi? Le fait qu'il ne va plus envoyer de cocaïne aux États-Unis, c'est complètement stupide. Je fais un retour en arrière, mais il y a une chose qu'on a oubliée qui est à mon avis fondamentale, c'est la nouvelle attitude de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a décidé maintenant d'accepter que son pétrole soit payé dans des monnaies qui ne soient pas du dollar. Et ça, pour M. Trump, c'est le pire camouflet qu'on puisse imaginer. Il reste très discret là-dessus, mais le poids qu'il met sur le Venezuela est d'autant plus fort qu'il a une perte de revenus et d'influence sur l'Arabie Saoudite, parce que maintenant le pétrole, vous pouvez le payer en roubles, en roupies ou en yuan. Enfin, donc c'est la fin de la fameuse doctrine
où tout dollar dépensé en pétrole revenait aux États-Unis. C'est fini. Donc c'est aussi une des explications de l'offensive sur le Venezuela. Mais pour ce qui est du changement de régime, pour l'instant, je suis assez dubitatif. Karim Belgassem, Trump veut sauver absolument le dollar avec ce que vient de nous rapporter Jacques-Marie Bourget en attaquant Caracas. Il est évident que même si le dollar reste puissant, il est quand même en déclin puisque j'évoquais tout à l'heure les BRICS. Le projet de monnaie commune des BRICS, alors il va pas voir le jour tout de suite, il existera peut-être simplement en unité de compte, mais en tout cas, ce projet va permettre de contourner tous les embargos et sanctions économiques imposés principalement par les États-Unis. Alors oui, le dollar quelque part, il est menacé par tous ces moyens de contournement. On a vu que la Russie, malgré les sanctions occidentales, alors elle souffre un petit peu, mais pas autant que l'aurait affirmé l'ancien ministre de l'économie français, monsieur Bruno Le Maire, où il a dit que on va mettre l'économie russe à genoux, ce qui n'a pas été le cas. La Russie a déjà anticipé ces moyens de contournement avec l'aide de l'Iran par ailleurs. Donc voilà, les moyens de contournement existent. Donc le dollar, même s'il va rester la monnaie dominante, ne va pas rester hégémonique. Donc c'est pour ça tout à l'heure que je vous disais que cette démonstration de force, c'est aussi un signe que les États-Unis ne sont pas aussi sereins qu'on pourrait le penser, aussi bien à l'intérieur des États-Unis comme à l'international, et tous ces rapports de force. Alors heureusement que les États-Unis sont encore la première puissance militaire, mais voilà, quid du dollar à long terme, et puis surtout quid de l'avenir des BRICS, puisque contrairement à ce que Trump dit, les BRICS sont quand même une menace. Ça le préoccupe et il les avait déjà menacés. C'est pour ça qu'il a imposé tous ses droits de douane au Brésil et à la Chine, notamment. Mais il a dit qu'il était contre le multilatéralisme dans le dernier rapport de sa stratégie de sécurité nationale le 10 décembre dernier, qu'il comptait bien justement tenter de le canaliser par des moyens coercitifs. La République bolivarienne du Venezuela, peut-être on devrait en dire un mot, on aurait dû commencer par ça d'ailleurs, dans son communiqué du jour a rejeté, répudié, dénoncé la grave agression américaine. Le gouvernement bolivarien ordonne un plan de mobilisation et d'organisation de plans de défense avec un déploiement immédiat des forces militaires. Karim Belgassem, c'est peut-être... oui, la question peut-être tombe mal ou est précipitée, mais est-ce que le Venezuela est passé définitivement dans l'escarcelle américain? Maduro et Chavez font partie définitivement de l'histoire? Ou comment vont se dérouler les prochains jours? Alors, l'histoire n'est jamais écrite à l'avance. Je rejoins ce que disait mon confrère tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors là, les forces je dirais de l'opposition comme les alliés de Maduro se mobilisent tant qu'ils le peuvent, alors que dans le même temps et actuellement, Donald Trump fait des déclarations dithyrambiques que les États-Unis n'auront pas peur d'envoyer des troupes au sol au Venezuela. Vous allez avoir la paix, la sécurité, la justice. L'argent du pétrole va être géré avec beaucoup de discernement. On va gagner de l'argent, on va donner de l'argent aux gens. Donc tout ça, ce sont de simples discours. Mais sur le terrain, mon confrère l'a dit, il est plus spécialiste que moi. Vous avez affaire à des gens quand même qui sont aguerris. Donc tout ça, c'est une opération de spectacle. Hein. C'est pour ça que je faisais référence à Guy Debord. Mais voilà, il n'est pas dit à maintenant que voilà, le Venezuela sera en gestion totale des États-Unis. J'avais dit tout à l'heure que les États-Unis avaient un pied, mais ils n'avaient qu'un seul pied. L'histoire n'est pas écrite par avance et on pourrait avoir peut-être des surprises dans quelques heures, à savoir qu'en fait, cette opération, c'était juste une opération d'exfiltration du président Maduro. Quid de l'avenir? Alors, je vous ai parlé du prix Nobel Machado, mais on peut ne pas exclure que une nouvelle force s'impose alliée de Maduro avec le soutien de la Russie et puis de la Chine.
Alors, Trump, rapidement, dernière question, on va essayer de la traiter rapidement. Le prochain, Trump a brandi des menaces à l'endroit des prochains récalcitrants. Il a parlé de Juan Petro, président de la Colombie. D'ailleurs, Juan Petro qui a dépêché des soldats à la frontière avec le Venezuela. Il a également une mésentente entre Trump, mésentente, le mot est faible, entre Trump et la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. Avec le président brésilien, l'américain, Trump ne prévoit pas de l'inviter à Mar-a-Lago, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, qui est le prochain, Karim Belgassem, rapidement? Bien malin, qui pourra le dire? Alors, le prochain, alors, je pensais, moi je n'étais pas focalisé sur le continent sud-américain, j'étais plutôt focalisé sur le Proche-Orient et ce qui était en train de se passer actuellement en Iran, et puis aussi sur le continent africain. Donc la Colombie, c'est aussi une hypothèse qu'on ne peut ne pas exclure, mais voilà, c'est une histoire de fusil à un coup. Est-ce qu'il pourra effectuer le même mode opératoire en Colombie? Ça, rien n'est moins sûr. Et puis, vous savez qu'il a évidemment le soutien de l'Argentine. Donc, je pense qu'on a davantage à s'inquiéter, puisqu'on parle de perspective en 2026, on a davantage à s'inquiéter sur les continents africains et sur le Proche-Orient. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci Karim Belgassem. Je rappelle que vous êtes analyste en stratégie internationale et enseignant. Un grand merci d'avoir été des nôtres et de toutes ces analyses durant cette émission. Je tiens à remercier également Jacques-Marie Bourget, journaliste, reporter de guerre, auteur aussi. Merci Jacques-Marie d'avoir été des nôtres également. Bruno Tessier, spécialiste de l'Amérique du Sud, qui nous a apporté son expérience et ses analyses sur le continent sud-américain. Merci à tous les quatre. Michel Collomb aussi. Il a été des nôtres, il nous a parlé de la manifestation à Bruxelles. On vous retrouve bientôt peut-être pour d'autres émissions concernant l'Amérique du Sud. Merci chers téléspectateurs également pour votre fidélité. A tout de suite pour l'échiquier international, mais avant l'édition 19h30.